cet événement, est-ce que vous vous rappelez de la date à laquelle cet événement s'est produit? Vraiment, la date, juste, je ne me souviens pas. Mais c'était après les élections du deuxième tour, je crois bien. Mais la date, je ne me souviens pas du tout. Vraiment, veuillez m'excuser. Est-ce que mes collègues sont prêts à faire une admission qu'il s'agit du 30 novembre 2011? Pensez-y, réfléchissez et on pourra revenir cet après-midi. Comme ça peut aider pour le reste la suite des choses. Alors, monsieur le témoin, continuons dans la chronologie des événements au moment des résultats. Suite à cet incident où carrément il semble y avoir affrontement, si je peux utiliser affrontement, pas au sein même de la commission électorale indépendante. Quel est l'impact de cet événement sur la vie politique à ce moment-là où justement cette attente des résultats? Décrivez peut-être à la Chambre, suite à ce que ça s'est projeté. Là, on voyait que c'était sur France 24, mais vous avez mentionné que ça a été aussi projeté à la télévision nationale. Donc, dans toute la Côte d'Ivoire, quel est l'impact de cet événement? Mais l'impact de cet événement est grave. C'est grave pour un pays qui organise les élections et ceux qui devaient donner les résultats des élections sont rentrés déjà à un affrontement de cette façon. C'était pas, vous dites, c'est pas joli à voir, et c'était pas du tout bien pour la population, parce que là, ça a commencé à monter la tension de cette façon de se comporter, mais il se trouvait déjà même au sein même de la commission, il y avait déjà des problèmes, parce que pour se comporter jusqu'au point comme ça, où les autres ne reconnaissaient pas le porte-parole, n'avaient pas le droit de venir publier les choses, parce que à l'essai même de la commission, il y avait un mécanisme de travail, il y avait un rôle à faire d'abord avant de venir donner les résultats. Il me semblait que le représentant du ministère de l'Intérieur reprochait au porte-parole de ne pas respecter la ligne de conduite du règlement intérieur de la commission. Et c'est ce qui a amené ce que vous avez vu. Donc, les bras de fer ont commencé à partir de là. Et sincèrement, ce genre de scène-là n'est pas bon pour un pays où déjà la tension même était déjà élevée à un sommet très élevé. C'était pas bon. Donc, il s'agissait de, à ce moment-là, si je comprends bien, de ce qu'on a qualifié de l'annonce de résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, monsieur le procureur, c'était les résultats provisoires De la commission? de la commission. De la commission. Excuse-moi. Donc, ce n'étaient pas encore les résultats finaux ou de la commission électorale. Ce n'était simplement que des résultats provisoires qui étaient mentionnés. Par la suite, comment se déroulent les choses à ce moment-là, à partir de là? Au sein même de la commission électorale indépendante, si vous le savez, à votre connaissance, selon ce que vous pouvez observer en étant, je comprends bien, à Abidjan.
comme, comme vous l'avez dit, c'était des résultats provisoires qui venaient et qui étaient en train d'être annoncés un peu. Mais comme je n'étais pas un représentant d'un parti au sein de cette organisation, je n'étais pas dans les bureaux, dans les systèmes de mécanismes. Je ne pourrais pas vous dire quelles étaient les décisions qui ont été prises et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette commission, puisque j'étais loin de cette commission, monsieur le procureur. Sincèrement, tout honnêtement, ce que je vous ai dit, c'est la limite de ce que je savais. Mais je comprends, vous n'étiez pas au sein de la commission, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas nous expliquer. Mais juste un instant. Mais comment ça se répercute à ce moment-là dans la vie de tous les jours ou dans les jours qui suivent, pardon? Cet événement et l'attente des résultats. Comment décrivez-nous l'atmosphère, en d'autres mots, selon votre perspective, ce que vous avez pu observer? Je crois que je l'avais déjà dit, mais si vous voulez, je vais donner les détails. Ce n'est pas bon, j'ai dit, ce n'est pas bon. Ce genre d'image pour la population qui est allée voter, qui attend des résultats, et chacun attend le résultat, ça veut dire positif de son candidat, et on s'est rendu compte, et les gens, tous les Ivoiriens, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un problème qui ne va pas au sein de cette structure. Les gens se sont rendus compte que M. Yacouba Bamba peut-être était un sympathisant ou un supporter de M. Alassane, et M. Dambala Picasse et l'autre étaient un sympathisant et supporter de M. Laurent Gbagbo, et chacun a voulu défendre les intérêts peut-être de leurs candidats. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas bon. Ça fait monter la tension au sein même de la population, dans la ville d'Abidjan, sur partout en Côte d'Ivoire, ces gens de scènes-là. Et comme je vous ai dit, c'était important que ça là ne passait pas. D'abord, ce n'était pas une bonne image même, puisque toutes les chaînes, France 24, France Africa, tout le monde en parlait. On présentait, c'était pas, sur le plan démocratie même, n'était pas bon. C'était pas la démocratie, c'était pas intéressant. Vous venez de mentionner que ça a fait monter la tension. Alors justement, comment réagit, et on va se concentrer pour le moment à Abidjan, c'est là où vous êtes, comment réagit la population face, comment cette tension-là, décrivez-nous la tension. Quand je vais vous parler de la tension, c'est de la tension des paroles à parole, ce que les gens disaient, chacun raconterait la chose de sa façon, qui peut l'arranger lui-même. C'est ce que je veux dire. Ce genre de choses, au niveau même de l'esprit, au niveau du comportement, c'est ça, je veux te dire que ça montait la tension parce que chacun prenait maintenant des positions attentionnelles par rapport à ce genre de choses. C'est ça, c'est de cette tension que je veux te parler. Parce que ça allait plus tard. Peut-être c'est ce qui a créé il n'y avait plus de confiance. Personne n'avait plus confiance à quelqu'un, à aucun statut. Je pense, moi, ça c'est à ma connaissance, c'est mon expertise à moi. Même si c'est, excusez-moi, même si c'est moi qui étais un candidat, je n'allais plus avoir confiance à ces structures. Avec cette scène que j'ai assistée, ça a déjà prouvé que il y avait trop de problèmes au sein de cette commission. Donc je pense que les candidats n'avaient plus, que ce soit le candidat M. Laurent Gbagbo ou le candidat M. Alassane, ne devaient plus avoir confiance à ces structures parce qu'il y avait déjà des problèmes pour donner les résultats. C'est ce que je voulais dire, monsieur le procureur. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou bien la Cour m'a compris.
Ou si vous avez d'autres questions pour que je puisse me faire comprendre mieux, je vous la poser, je veux voir si je me suis fait comprendre. Vous faites très bien comprendre. N'ayez crainte. Vous dites que l'attention, je vais relire à la page 44 du transcrit. À partir de la ligne 25. C'est ça que je veux dire. Ça montait la tension parce que chacun prenait maintenant sa position intentionnelle. Il y a peut-être une erreur sur le transcrit, là, mais essentiellement, je veux comprendre, vous dites chacun prenait une position intentionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, une position intentionnelle? Peut-être c'est le mot qui fait la différence à ce que je viens d'expliquer, intentionnel. Je vais parler de la confiance même de cette structure, que ce soit les sympathisants ou les sympathisants de M. Alassane Ouattara ou les sympathisants de M. Laurent Gbagbo. Il n'y avait plus de confiance à cette structure. Donc chacun s'est méfié, chacun prenait les lignes contre cette structure. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce qu'il a dit. Maintenant, peut-être c'est le mot qui change à mon pensée ou à ce que je voulais dire. Mais ce que je vais dire que c'est cette image, tout le monde l'a vue, elle n'était pas bon. Elle n'était pas bon même pour la Côte d'Ivoire. Elle n'était même pas bon pour les élections. Ça, c'est ce que je vais dire. Très bien. Où était à ce moment-là Je comprends que M. Gbagbo avait une résidence présidentielle. Elle est dans quel quartier, en passant, cette résidence? Vous voulez dire où il dort? Où il dort, oui. C'est à Cocody. Donc, la résidence est à Cocody. On reviendra éventuellement. Oui. Et à votre connaissance, à ce moment-là, M. Ouattara se trouve à quel endroit au moment de l'attente du résultat des élections? Vous savez, à ma connaissance, je sais que le QG de M. Ouattara était aussi à Cocody, mais était à l'hôtel de golf. Mais où lui-même il était, moi je ne sais pas, personne ne savait où lui était, je ne sais pas. Mais je sais que son QG se trouve à l'hôtel de golf à Cocody. Donc, quand vous dites le QJ, vous dites le quartier général. Quand vous faites référence au quartier général, est-ce que vous faites référence au quartier général du RDR ou du RHDP? Ou laissons le golf de côté pour le moment, on y vient. Mais juste pour, dans un premier temps, savoir, le quartier général du RDR, où se trouvait-il? C'est RHDP. Savez-vous le nom de la rue? Non. Vous voulez savoir où se trouve le siège des RDR ou le quartier général des campagnes. Parce que c'est ce qu'il faut être plus précis. Parce que quand on parle des RDR, si vous voulez savoir où se trouvait le siège des RDR, ça se trouvait à Cocody, non loin de la Pisam. Maintenant, si vous voulez parler du quartier général des campagnes, ça se trouvait à Cocody, mais plus loin, à l'hôtel de golf. Parce qu'il faut que je sache de quel quartier, qui je vous voulais savoir. C'est de très intéressantes précisions que vous donnez. Alors justement, on va les prendre tranquillement. Le quartier général du RDR, vous dites, se trouvait près de la Pisane, donc qui est l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. À Cocody. Oui. Et vous dites qu'il y a le quartier général de campagne
de M. Ouattara se trouvait à l'hôtel du Golfe. Oui. Okay. Le quartier général du RHDP se trouvait dans quel quartier et la rue, même si vous savez? C'est à Cocody. Le quartier, le QG des RHDP que vous me demandez, c'était l'ancien parti, c'était l'ancien QG du PDC qui s'est transformé à RHDP, qui est à Cocody, non loin de l'église Saint-Jean. D'accord. Donc, revenons à M. Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante. Avez-vous été témoin? Si oui ou non, il a annoncé aussi le résultat de la commission électorale indépendante. Les résultats des élections, selon les résultats de la commission électorale indépendante. Définitif. Oui. Il n'a pas pu annoncer le résultat définitif. Pourquoi? Parce que selon les règles de la commission, je crois, et de la constitution ivoirienne, je crois qu'il avait quelques jours et il avait jusqu'à minuit pour donner les résultats définitifs et annoncer les résultats qu'il a gagné provisoire. Et je crois qu'il n'avait pas pu obtenir tous les résultats. Donc, pour ces raisons, il a lui-même venu faire une conférence de presse qu'il avait jusqu'à minuit pour annoncer. C'était avant minuit et qu'on n'a qu'à attendre jusqu'à minuit. On a attendu jusqu'à minuit. Il est venu annoncer qu'il ne peut pas donner tous les résultats parce qu'il n'a pas tous les résultats. Donc, il va donner la responsabilité à la Cour constitutionnelle. Alors justement, revenons à cette présence de M. Bakayoko à la télé quelques minutes avant minuit. Vous avez vu ça à la télé? J'ai vu ça à la télé ivoirienne, RTI. Vous rappelez-vous ce qu'il a dit à ce moment-là, avant l'heure de minuit? Vous rappelez-vous des détails de ce qu'il a dit? Bon, si je me souviens bien, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais je sais qu'il avait dit qu'on devait être patient et qu'il n'était pas encore minuit et que les résultats sont en train d'être analysés et sont en train de venir. Attendons minuit avant qu'il puisse donner sa décision. Je crois que c'est ce que j'ai dû attendre. D'accord. Mais a-t-il annoncé des résultats à la fin, au-delà de minuit? Qui, M. Youssouf? Oui. Non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Je ne fais pas attention à ça, mais je ne crois pas. Puisqu'il n'avait plus le... Ce n'était plus son rôle, selon la Constitution. D'accord. Selon la Constitution, je comprends qu'il ne pouvait pas, à ce moment-là, annoncer. Vous dites que c'était après minuit. Il était fort clos, selon votre témoignage. Et donc, mais ma question est plus, il fait quoi par la suite, M. Bakayoko, avec connaissance? Il se passe quoi avec la CEI à ce moment-là par la suite? Une fois passé minuit, et avant qu'on arrive au Conseil constitutionnel? Sincèrement, je ne sais pas. Après que je l'avais suivi ou il a annoncé après chose, moi, j'ai plus suivi. Après.
ce qu'il a fait. OK, alors vous n'avez pas suivi. Est-ce que vous avez appris toutefois ce qu'il avait fait? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas fait attention. D'accord. Qui est le... Pourriez-vous nous nommer, à votre connaissance, c'est le président de la commission, pardon, le président du Conseil constitutionnel? Son nom? J'ai son nom, je n'arrive pas à... Je vois... Ça... Bon, je vais vous donner son... Sinon, j'ai le nom, mais je n'arrive pas à... Ouais. Ça va, on va poursuivre. Oui, impossible. Est-ce que vous l'avez vu à la télé ou en personne Oui, à la télé, oui. dans cette période-là? À la télé. Oui, vous l'avez vu à la télé? Oui. Okay. Dans quel contexte? Décrivez-nous ce que vous avez vu à la télé. Il est venu pour annoncer les résultats après. C'est les résultats qu'il a annoncé. Il a commencé à donner les résultats, des résultats que lui, il avait, et que il y avait des villes. Il y avait des villes au nord, il y avait des villes où il y avait des problèmes, et que ces résultats-là étaient annulés. Il a fini de donner les raisons de ce qui s'est passé dans les différentes villes, tout ça. Il a annulé les résultats de ces villes, c'est des grandes villes. Et puis, pour finir maintenant, il a donné le résultat que les élections étaient gagnées par le président Laurent Gbagbo. Il a donné le résultat, il a donné même les chiffres, je crois. Je ne me souviens pas bien des chiffres, mais il a donné tout. Et cette annonce, donc, elle est faite à la télévision nationale? Nationale et internationale. Il y avait plusieurs d'autres journalistes. Est-ce que avant qu'il annonce les résultats comme tels, officiels, donc du gagnant des élections, est-ce que vous l'aviez vu, le président du Conseil constitutionnel, avant à la télé? Non, je ne crois pas. Franchement, j'ai un bon mémoire, je ne crois pas. Je ne crois pas. Où étiez-vous lorsque donc les élections sont annoncées à la télé? Où étiez-vous? Je pense que j'étais à la maison ou j'étais chez un ami. À la maison ou chez un ami, je crois. On est en train de regarder. Et par la suite, vous faites quoi? C'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Comment réagissez-vous? On allait danser, on était content. On s'est éclaté de joie. C'est notre président qui avait gagné, donc ça a été annoncé par la Cour constitutionnelle. Donc, on était heureux, on a dansé, on était content. Où êtes-vous allé célébrer? Moi, j'ai célébré ça avec des amis, tout le monde. Et par la suite, est-ce que vous êtes juste resté dans votre coin avec les amis ou est-ce que vous êtes promené dans Abidjan? Où allez-vous? On s'est promené dans Abidjan pour voir ceux qui étaient contents et ceux qui n'étaient pas contents. On a tourné et puis bon, quand maintenant on devait investir le président Gbagbo, on s'est retrouvé au bureau, au palais. J'étais là, on a investi.
Alors, avant d'arriver à l'investiture ou la sermentation de Monsieur Gbagbo, est-ce que vous avez vu à la télé comment, justement, dans le clan de M. Gbagbo, à la résidence présidentielle, comment on a réagi? Est-ce que vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Pouvez-vous nous décrire? J'ai vu la joie, tous ceux qui partaient le féliciter, qui le saluaient, qui étaient heureux, tout le monde était heureux, comme moi j'étais heureux aussi. Et tous les sympathisants, c'est normal. C'est comme un match de football. Entre deux équipes, quand une équipe perd et que l'autre équipe gagne, c'est tout à fait normal. Les supporters crient de joie et de victoire. Donc, tous ceux qui étaient sympathisants du président Laurent Gbagbo qui le soutenaient sont allés le féliciter. Il y avait même Blé Goudé allé le féliciter, qu'il a salué. Il y avait des ministres, il y avait plusieurs personnes, il y avait la famille. Tout le monde allait le féliciter. Est-ce que vous avez reconnu d'autres personnes à ce moment-là qui sont allées le féliciter? Après, M. Blé Goudé, Oui. oui, D'autres ministres? oui, ce que je vous dis, je ne peux pas te dire. Non, il y avait parce que tout le monde a parti le féliciter. D'accord. Je vais demander, I will ask for another. Excusez-moi, monsieur le procureur. Je voudrais vous donner le nom du président de la Cour constitutionnelle. Allez-y. C'est Yao Ndré. Vous voyez que je perds de mémoire. Hein? Je me retrouve souvent. Selon l'évolution des questions et des choses, mais viennent souvent. Hein, monsieur le président? Je crois qu'il n'y a pas mal à ça. Hein? Merci. Très bien. On va continuer avec, je vais vous montrer la vidéo. Ça aussi, ça a été présenté à la RTI. Oui. Okay. Est-ce qu'on pourrait appeler maintenant la pièce, I'll say it in English, CIV OTP 0075-0058. S'agissant de cette vidéo, nous demandons à commencer la diffusion à la minute 0216. Et à la poursuivre jusqu'à 3 minutes 58 à peu près. 48, correction de l'interprète. Donc la diffusion devrait durer juste un peu moins de 2 minutes. Journal. Voici avec notre reporter Maxime Zobo l'ambiance qui a prévalu. La fin de ce journal. Voici avec notre reporter Maxime Zobo l'ambiance qui a prévalu à la résidence du chef de l'État, Laurent Gbagbo, réélu donc pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est dans une ferveur populaire que les Ivoiriens ont accueilli la victoire du président Laurent Gbagbo après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle ivoirienne par le président du Conseil constitutionnel. À la résidence du chef de l'État, l'ambiance était à la fête. Juste pour fin de... Le monsieur avec le chapeau,
pouvez confirmer que c'est bien M. Blégoudet? Oui, c'est bien M. Blégoudet, Charles. Proches collaborateurs, parents, amis et admirateurs y ont accouru pour féliciter chaleureusement Laurent Gbagbo, celui-là même sur qui le choix des Ivoiriens s'est porté pour... Ce monsieur, est-ce que vous le connaissez? C'est son conseiller, Est-ce que vous le connaissez par son nom? Bernard, quelque chose comme ça. Pardon? Il a un nom, Bernard, dans quel, je ne sais pas quoi. Ok, on pourra y revenir plus tard dans votre témoignage, Oui, suite à un autre événement. ok. conduire les destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Et pour la première dame, cette réélection du président Laurent Gbagbo est la manifestation de la volonté de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Ce sont mes premiers mots. Je pense que ce qui se passe ici nous montre que c'est Dieu qui intervient dans le combat que nous menons. Et la victoire, là, c'est Dieu qui nous la donne. Soyez en joie. Dieu est au contrôle. Le président Laurent Gbagbo a remporté le deuxième tour du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 avec 2 054 537 voix, soit 51,45% des suffrages exprimés. Donc, cette vidéo ou cet extrait, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Oui, je vous ai dit que j'ai regardé tout ce qui venait féliciter le président Gbagbo. C'était passé à la télé, à la RTI, la chaîne nationale de Côte d'Ivoire. OK, on va poursuivre maintenant. Vous dites qu'il y a eu assermentation. Vous dites qu'il y a eu assermentation à quel endroit? C'était au plateau, au bureau du président, c'est-à-dire la présidente de la République. Ce qu'on appelle aussi mieux connu sous le nom du palais présidentiel, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc, pour les fins de votre témoignage, si on pouvait juste peut-être, je comprends qu'il y a la résidence présidentielle, là où il dormait, et il y avait le palais présidentiel, là où étaient ses bureaux? Dans le palais? Oui, ce bureau était au palais. J'ai été suggestif un petit peu, mais je présume que ce n'est pas contesté. Où étiez-vous physiquement au moment de l'assermentation au palais présidentiel? J'étais au palais. J'étais sur le lieu même. Étiez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? J'étais à l'intérieur. C'est dans quelle salle? Comment on appelle ça, la salle où l'assermentation s'est déroulée? Si j'ai une bonne mémoire, je crois c'est la salle mal perdue, c'est la salle en bas. On a l'habitude, le président a l'habitude de recevoir les diplomates ou faire des rencontres, des réunions avec des gens. La salle des pas perdus, c'est ça? Je crois bien. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Pas perdu? Oui. Je vais juste répéter ce que vous avez dit. Je veux juste revenir pour une question que j'ai oubliée pour ce qui est de la résidence. La pièce que l'on voit sur la vidéo, le dernier extrait qu'on vient de présenter, là, la pièce 0075-0058, cette pièce où on voit les gens donner l'accolade au président, c'est où ça?
C'est chez lui à la résidence à Cocody. Et cette pièce, comme telle, elle se trouve où? Et est-ce qu'elle porte un nom? Non, je ne porte pas de nom. C'est dans son grand salon en bas. Êtes-vous déjà allé là, vous, dans cette pièce-là, le grand salon en bas? Si, je suis allé là-bas 2 ou 3 fois, je crois. Continuons avec la sermentation. Donc, vous êtes dans cette salle des pas perdus. Et qui est présent? Décrivez-nous l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, vous voyez, quand un président doit faire, qui est élu, qu'on doit faire un serment, il y a les invités, il y a les diplomates. Il y a les diplomates, il y a des présidents d'instituts qui sont reconnus, qui se reconnaissent au président Gbagbo. Il y avait des responsables militaires, des gendarmes. Il y avait plusieurs personnes, il y avait ses ministres, il y avait la famille, il y avait tout le monde, il y avait moi-même. Et maintenant, il y avait le président de la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce qu'il a fait, le président de la Cour constitutionnelle? Mais il n'a fait que lire le droit. C'est un homme. C'est lui le président de la Cour constitutionnelle. Il devait lire le droit, il a lu le droit. Et M. Gbagbo, à ce moment-là, il fait quoi, lui? Mais il était là. Quand il a lu le droit. Évidemment, il était voilà, là. Quand il a lu le droit, vous savez ce qu'on fait à un chef d'État, on l'habille, on le confirme. On le confirme dans la victoire des élections, on le confirme dans ses droits selon la constitutionnelle du pays. Une minute, je n'ai pas fini. Et on le confie dans ses droits et tout ça. Et je crois aujourd'hui, Monsieur le Président, on essaie de... je crois qu'on ne se ménage pas, hein, ça va. Le temps qu'on se parle entre nous. Hein? Ça va. Ça va, ok. Donc, on le confie dans ses droits, tout. La victoire, le président de la Cour constitutionnelle doit venir. C'est dans le cadre de la constitutionnelle que les choses se faisaient. Et ce jour que je veux vous dire, c'est ce jour que quelqu'un m'a approché, je ne me souviens pas bien, qui me dit si j'étais informé qu'en même temps qu'Alassane était en train d'être investi. Ce même jour. C'est là que j'ai appris. Moi, sincèrement, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mais comment? Il me dit, oui, mais ils ont pris Youssouf Pakaeko. Il est là-bas, il est en train de confirmer aussi la victoire de M. Alassane Ouattara. Et cette personne, quand il l'a dit, on était tous deux sortis de la salle où les choses se passaient. Je lui ai dit, mais là, c'est pas bon. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, oui, effectivement. Comment est-ce qu'on compte gérer? Comment on va gérer? J'ai dit, ça me dépasse. Je ne sais pas. Sincèrement, c'est comme ça, Monsieur le procureur, Monsieur le Président, que moi, je suis ça. C'est comme ça. C'est ces jours-là. Parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Qu'il peut y avoir un président de la Cour constitutionnelle qui va confirmer le président dans ses droits et en même temps avoir un président de la commission électorale qui va confirmer un autre président dans le même pays. Ça, c'était d'allumer le pays et d'enflammer la Côte d'Ivoire et de brûler la Côte d'Ivoire. Ce comportement-là. Qui l'a fait? Est-ce qu'il a bien fait? Qui avait raison? Est-ce qu'il avait raison? Sincèrement, j'ai dit, en faisant ça, on a mis le feu dans notre pays. On a brûlé la Côte d'Ivoire, on a tué tous les Ivoiriens qui sont morts, on a fait d'un tsunami qui a envahi la Côte d'Ivoire dans ce comportement-là. Et je prie Dieu, que cela n'arrive jamais pour mon pays et pour n'importe quel pays. Parce que ce genre de comportement, juste pour des élections, ça a rendu la vie misère aux Ivoiriens. Il y a eu trop de morts. Il y a eu des morts partout. Je ne veux pas dire qu'il y a eu des morts pro Alassane ou il y a eu des morts
pro-Gbagbo. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas pro-Alassane, il n'y a pas pro-Gbagbo. La Côte d'Ivoire, elle est unique et indivisible. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, que vous soyez du nord, du sud, de l'ouest, du centre et de l'est. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Nous devons avoir une attitude, un comportement en pensant aux pauvres innocents et à la population, même si le sacrifice le plus grave que nous, on devait faire. Sincèrement, je ne veux plus. Et c'est pour cela, monsieur le procureur, j'ai accepté, quand vous m'avez auditionné, de témoigner pour que le monde sache la vérité. Cette vérité, il faut que les gens le connaissent. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est la faute de qui? À la base de qui et qui? C'est ça, monsieur le procureur. Et c'est pour cela que je suis là. Et je vais répondre aux questions et je vais dire les faits que je connais et pourquoi il y a eu ça. Que vraiment que les gens sachent, que je voudrais donner des précisions, monsieur le procureur, que ici, je ne suis pas ici qu'un témoin acheté, comme les gens le disent, qu'on m'a donné temps pour venir ou on m'a donné temps pour témoigner. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un, jamais, ni vous. Vous m'avez toujours, vos enquêteurs m'ont toujours auditionné. Monsieur, nous voulons que vous dites la vérité ici, ce que vous savez et rien d'autre. C'est ce que votre enquêteur m'a toujours demandé. J'ai dit ça pour préciser à certains rumeurs, à certaines choses, qui dit que j'étais amené ici parce que je suis payé pour témoigner pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Non, je suis désolé. Je suis ici, monsieur le président, pour vous dire la vérité et que le monde entier sache ce qui s'est passé à mon pays et que les innocents et les Ivoiriens qui sont morts pourquoi? Il faut respecter la mémoire des victimes innocentes. Et je crois qu'on s'est compris, monsieur le procureur, monsieur le président. Voilà pourquoi je suis ici. Et c'est ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur le procureur. Je pense que je n'ai pas été trop long. Non, vous n'avez pas été trop long, mais je vais prendre cette opportunité, monsieur le président, pour vous demander la permission d'ajourner ici, car je pense que je ne m'en cache pas, les prochaines questions touchent à une pièce, à une vidéo, encore une fois. On pourra revenir avec ça après la pause déjeuner. I think it's a very good time. Le président, eh bien, je crois que c'est un très bon moment pour suspendre l'audience. Je me dois de regarder encore une fois du côté des interprètes et des sténotypistes. J'aimerais que l'audience cet après-midi dure 2 heures, entre 15h et 17h. Donc nous aurions une suspension un peu plus longue maintenant pour le déjeuner, ce qui vous donnerait, monsieur le témoin, un peu de temps de repos, non? Mais en tout cas, est-il possible de travailler de 15 à 17h cet après-midi? D'accord, donc nous reprendrons l'audience à 15h.